mais elle est en train de se structurer. Parce que pour l'instant, elle est trop fragmentée. Elle est trop fragmentée. On trouve par exemple plusieurs associations qui ont à peu près la même mission, mais qui n'ont pas la même façon d'abord. Il n'y a pas de consensus, il n'y a pas de démarche politique. Et ils font face à une administration qui, elle, est très très bien structurée. Autour du calcul politicien, autour des enjeux de carrière, et parfois aussi des enjeux qui sont légitimes. Très très légitimes. C'est quand on parle de l'autorité de l'État, quand on parle des missions de puissance publique, quand on parle... ce sont bien sûr, pour nous, nous vivons au Canada, donc on considère ça comme étant une terminologie qui date des années 60, 50, mais c'est encore d'actualité. On a encore des administrateurs dans la région qui ne voient pas le client, qui ne voient pas le citoyen, qui a des droits, qui a des devoirs, Non, 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 ils le voient comme étant le commis de l'État au service de l'État. C'est la puissance de l'État, c'est la puissance publique, c'est la puissance... Et puis le reste, c'est la raison d'État qui prime sur le reste. Les institutions internationales vont pousser de manière, à travers les trois processus que j'ai nommés tout à l'heure, dans les 10-20 ans à venir, de plus en plus, vont pousser l'émergence des ONG, l'émergence de la société civile, et créer une sorte de structure sociale qui va défendre ses droits, qui va défendre de manière, j'allais dire, plus démocratique. On le fait. Donc, on n'est pas encore la société civile algérienne, tunisienne et marocaine, en tout cas avec les collègues avec qui je parle de l'autre côté. C'est une société qui est encore acquise, et je le dis bien, elle est encore acquise à l'État-providence, ce que nous avons appelé l'assistanat. On était aussi choqués quand on est arrivé au Québec et même en Europe. Je me rappelle dans les années 90 que je suis arrivé, que certains services étaient payants, ça me choquait. Tout était gratuit, tout ce qui était public pour moi dans la tête c'était gratuit. Il ne peut pas être payant. Et puis en arrivant au Québec c'est encore pire. Quand j'ai remarqué que chaque fois que je faisais une démarche il fallait payer, c'était encore, il faut payer, faites tout, absolument tout, oui. C'est que, et même si on paye, ça ne veut pas dire que nous avons une idée précise des coûts du service public. Alors, au Québec ça a été fait dans une logique d'éducation des citoyens. Éduquer le citoyen, entre parenthèses, ce que nous appelons dans la région, dans nos régions, faire de la culture de masse. Éduquer les masses, en quelque sorte. Cultiver les masses. Alors ici, on appelle ça l'éducation du citoyen. Donc, on arrive aujourd'hui à une société qui émerge, une société civile qui se structure, et une société civile qui est de moins en moins acquise à l'idée de l'État-providence. Moins acquise, ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, collectivement, nous sommes en quelque sorte dans une démarche qui dit l'État ne peut pas tout faire. D'ailleurs, il n'a rien fait dans l'imaginaire de la société. Donc, on va se structurer autrement. Donc, ça sera les associations de quartier. Donc, ça sera les associations d'entrepreneurs. Donc, ça sera l'association de... Donc, ça a une portée à la fois sociale, certes, d'entraide, de bénévolat et tout ça, mais en plus aussi, ça a une portée politique, ça. Parce qu'après, c'est la démocratisation de la société, et cette société civile qui émerge, elle veut maintenant participer à la prise de décision. Et de l'autre côté, vous avez l'État qui manque complètement de vision par rapport au développement de sa société. C'est-à-dire que participer à la décision, élaborer des politiques publiques, ne pas prendre des décisions hâtives, ne pas prendre des décisions qui engagent tout le pays, mais sur un coup de tête, ça, c'est en train de changer. C'est parce qu'on n'accepte plus de l'autre côté. Du moment qu'il y a un espace de débat, et cet espace-là est plus ou moins structuré, plus ou moins volontaire, plus ou moins encadré, plus ou moins toléré, parce que certains sujets qu'on peut aborder et d'autres qu'on ne peut pas aborder. Donc, du moment, cette capacité de l'État, et surtout des agents de l'État, à tolérer cet espace de démocratisation, à tolérer cet espace où la société civile va émerger, c'est sa capacité qui va faire est-ce qu'il sera ou non capable de réformer les institutions. Réformer essentiellement parmi les institutions, réformer l'administration. Et donc, à la fois nous avons donc l'État avec les agents de l'État, les décideurs, ce que nous appelons les décideurs dans la région. Nous avons l'administration, le corps administratif, l'administration centrale, tous ces secrétaires généraux, tous ces directeurs centraux, tous ces gens-là, qui n'ont pas de fonction politique proprement dite. C'est une fonction administrative. Mais il y a la confusion, elle est toujours là. C'est une confusion entre est-ce que je sers l'État ou est-ce que je sers la société? Est-ce que j'ai un statut de fonctionnaire
qui me différencie par rapport à l'État ou est-ce que je suis dans la continuité de l'État, politiquement? C'est une confusion qui va durer encore très très longtemps. Les Français, c'est ma mémoire est bonne de la date, la première fois où l'État s'est séparé de son administration, c'est-à-dire où le roi a décidé qu'à partir de maintenant, il va y avoir un corps qui va compter l'argent des gueux, c'est-à-dire la société à l'époque, et du roi, à partir de ce moment-là, c'était en 1614, voire 1617. On appelle ça la réforme des baux, la vraie réforme d'État en France. Ça a pris à peu près jusqu'à 1789, vous connaissez la date, donc jusqu'à 1789, pour réaliser que l'État et l'administration vont se séparer. Au Canada, qui est considéré aujourd'hui comme étant le pays où l'administration publique est la plus performante, ou parmi les 3-4 pays, à savoir l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, les pays d'inspiration, la séparation entre le politique et l'administratif ne s'est faite qu'en 1962. Il y a un rapport qui s'appelle le rapport d'Osbaldson qui dit, à partir de maintenant, laissons les gestionnaires gérer. Laissons-les gérer. Et au Québec, c'est que récemment, c'est-à-dire vers les années 85-86, c'était l'œuvre de René Lévesque qui a donné en 85 son fruit, c'était les gestionnaires doivent gérer. Vous avez la nuance là. Laissons les gestionnaires gérer, et ou bien les gestionnaires doivent gérer. Ce sont deux séparations tout à fait différentes. Et en France, la confusion elle persiste. Et comme nous sommes d'inspiration, ou l'héritage colonial administratif, en tous les cas en Algérie, s'inspire beaucoup l'héritage doit beaucoup à l'administration coloniale. Donc, l'administration a continué pendant les années 60, 70, 80, même 90, à agir de la même manière que la colonisation. En fait, à l'époque, l'administration coloniale agissait, mais avec des nuances, avec un nationalisme, avec de l'écoute, ça dépend aussi de l'idéologie, les époques idéologiques, ça dépend les modes idéologiques à l'époque, mais on va dire que l'administration, aujourd'hui, arrive à un moment où elle doit faire la part des choses, entre le politique et l'administratif. Je suis là au service du citoyen, ou est-ce que je suis là au service du politique? Et entre les deux, on va créer peut-être un peu un administrateur schizophrène pendant à peu près une bonne dizaine, voire quinzaine d'années, où il va y avoir des conflits entre l'administration, proprement dite. Le jour où l'administration dit non, je n'organise pas les élections comme tu le veux. Je l'organise tel que c'est inscrit dans le texte. Le jour où, mais je parle des pays de la région ici, le jour où les administrations vont commencer à prendre en charge de manière pas complètement indépendante, il ne faut pas se placer dans une perspective idéaliste, là. On est dans des perspectives plutôt humaines, avec de la connivence, avec un peu de complicité. Donc il va y avoir toujours ce lien, cette confusion entre l'administratif et le politique, mais le jour où l'administration réalise qu'elle est au service, et au service citoyen, au service public, l'intérêt général, le bien commun, et que cette administration fonctionne selon des lois qui ne sont pas trop rigides, mais des lois qui facilitent, qui soient ce qu'on appelle plutôt des guides, pas des lois au sens procédurier du terme, parce que l'administration s'est toujours référée à la procédure, mais maintenant on a produit à peu près des administrateurs qui sont des rentiers du système, parce que la procédure prime sur l'intelligence, la procédure prime sur le contexte, l'intelligence prime sur ce que le contexte dicte comme rationalité. Qu'est-ce que je dois faire là? Si on continue toujours à voir dans le cahier des procédures, c'est qu'on a neutralisé une partie du jugement du haut fonctionnaire. Et entre les deux, il n'y a personne qui va le savoir, comment va évoluer l'administration dans la région. Donc, d'un côté, un politique qui est de plus en plus conscient, la volonté elle est là. Tous les décideurs politiques dans la région admettent aujourd'hui, sans la moindre hésitation, de la nécessité du changement. Tous. Ils sont convaincus. Mais, quel soutien opérationnel aux gens qui réforment? Quelle reconnaissance donnons aux gens qui performent? Quelle reconnaissance donner? Est-ce que le politique est capable aujourd'hui de dire je suis prêt à reconnaître les bonnes pratiques, je suis prêt à reconnaître les bons gestionnaires publics, sans que les gestionnaires publics, eux, ne se prennent pour des politiques? Le politique est jaloux, par définition. On a tous cette part d'humanité en nous. Le politique est jaloux dans la mesure où il ne veut pas que quelqu'un lui fasse l'écran ou lui vole la victoire. Le politique est guerrier par définition. Il aime le débat,